sommes un groupe de 15 étudiants de l'ICAM et je vais vous présenter notre projet. En fait, ce projet a pour thème la drogue et se décompose de cette façon. Nous avons créé des scénettes et à la fin de chaque scénette, nous avons souhaité créer un débat et poser des questions par rapport aux problématiques mises en valeur dans les scénettes. Je vous laisse regarder et apprécier. Bonjour, nous sommes le groupe qui illustre la problématique « Comment rendre mon enfant addict ?» À travers quelques scénettes qui représentent tous dans une même pièce, nous allons mettre en scène l'évolution du personnage principal Junior qui évoluera dans un contexte familial et scolaire. On mange à table! Ah mais ils sont où là? Je sais pas, je pense que Junior est en train de réviser, attends, je vais aller voir. T'as pas entendu ta mère appeler là? Oh Junior, on mange à table, allez! Oh pardon, pas j'avais pas entendu, j'arrive. Junior, on mange là. Allez, j'arrive. Bon alors les enfants, comment s'est passée votre journée à l'école? Bon, ça va, pour te mettre c'est un petit peu dur, je vais les profs finir cette démo, mais bon. C'est bien, Junior. Et toi, Junior? Ouais, ça va. Comment ça va? Bah, j'essaie de t'appeler dans mon maison, mais les gens ne suivent pas. Je comprends pas, c'est forcément de ta faute. Non, je comprends pas. Honnêtement, je pense que c'est les profs, hein, mais pas. Non mais c'est vrai que tu réussis pas trop, mais tu sais, t'as d'autres qualités, hein. Et puis Simon là, regarde ton frère, il a les mêmes profs que toi, il réussit très bien. C'est forcément un manque d'investissement de ta part. Non mais t'énerve pas comme ça, chérie, tu sais très bien que c'est mauvais pour ton cœur, ok? Enquête disciplinaire, c'est hyper bon, non? Merci, James. Bref, allez, on mange. Et puis voilà, j'en ai marre d'entendre toujours la même chose. T'es pas capable de te prendre en main et de... Enfin, ça m'énerve, c'est pas possible. Pourquoi tu t'énerves comme ça? On peut trouver une solution dans le calme, non? Non, il n'y a pas de solution, mon fils est un incapable. Non mais ça suffit, là. Ça m'énerve. Non mais ça Ah suffit. mais voilà, tu vas encore taper ma patte. Tu peux faire des efforts, sérieusement. C'est bon, j'en ai marre, là. C'est toujours pareil, ils sont toujours là à me critiquer. J'essaie de faire des efforts, mais apparemment, ça leur suffit pas. Alors, Junior, ça comment que tes parents en ce moment? Oh non, mon père, il a fait une crise hier, il veut que je me remette en question. Ouais, pareil, moi, avec l'approche des examens, là, j'ai plus une seconde à moi, ils mettent la pression tout le temps. Mais bon, j'ai déjà connu ça l'année dernière, donc je pense que j'aurai mieux ça cette année. Ouais, mais honnêtement, enfin, ils commencent réellement à disjoncter, là. Il n'y a que les résultats qui comptent pour eux. Mais bon, si on veut qu'ils nous foutent la paix, il faudrait quand même avoir des résultats corrects. Ouais, enfin, je vois pas comment on peut faire, parce que toute l'année, on a eu du retard. Du coup, là, je pense qu'on a beaucoup trop à rattraper. Et donc, je pense qu'on a beaucoup plus intérêt à laisser l'année passer tranquillement et à voir. Ça arrive, toi, avec tes parents, désolé? Ouais, moi ça va, et mes parents me mettent pas trop la pression, et ça suit plutôt bien, donc ça va. Bon, la pause est finie. Je vous donne quelques exercices pour pouvoir bien réviser pour demain. Donc, je vous conseille de bien les faire parce que l'examen de demain est super important pour votre passage. Donc je vous conseille de bien les faire. Tu arrives, toi? J'y comprends rien. Ils sont absolument impossibles, ces exercices. L'examen de demain, il est super important, et si je ramène encore des mauvais résultats, mes parents, ils ne vont pas accepter. Bon, t'inquiète, t'as juste tu bosses tard ce soir, et ça ira. Tu arrives, toi, Dylan? Ouais, ça va, c'est faisable. Mais comment tu fais, toi? Mais début de l'année, t'étais comme nous, tu galérais, et là, t'as tout rattrapé, t'as fait comment? Bah, j'ai ma petite technique. C'est quoi, c'est de la drogue? Non, on peut pas vraiment appeler ça de la drogue, c'est plutôt quelque chose qui me permet juste, c'est juste un petit remontant pour tenir le coup. Et c'est pas dangereux pour ta santé? Non, ça fait un mois que j'en prends, donc j'ai eu aucun effet secondaire, donc non, pas de problème. Mais genre du coup, c'est quoi l'avantage? Bah, c'est juste une substance qui me permet de rester plus longtemps éveillé la nuit sans forcément être fatigué le lendemain. Ouais, c'est bon, je vais pas faire des efforts supplémentaires pour avoir plaisir, hein. J'ai eu ma dose l'année dernière. Et en plus, j'ai trouvé une petite technique, je pense. C'est laquelle? Parce que juste avant de te coucher, tu te détends avec une petite drogueuse comme du cannabis, comme ça tu passes une super belle nuit. Mais non, ça augmente ton stress, tu vois bien que tu peux pas. Comment tu peux penser que c'est une technique correcte? Il y a en plus. Par rapport à ma technique, je pense que ma technique est plus sûre et elle apporte vraiment elle
naissance de mes parents. Voilà, enfin, le coup il pète, le moment il est vachement stressé, il travaille 2 fois plus et au final il va juste avoir un travail, il va travailler encore 2 fois plus tard. Donc, bah, de toute façon, c'est chaud parce que je peux jamais parler avec toi, tu as toujours raison. Et je préfère me concentrer sur mes exercices parce qu'ils sont super difficiles, enfin, super importants pour demain. Donc voilà, Junior, si tu as des questions à me poser, je suis là. Ouais, je sais pas trop. J'ai quand même envie de profiter de la fin de mon année, mais si mes parents ne me lâchent pas. Ouais, allô, maman? Oui? Je viens de finir là. Ah oui, c'est bien. C'était pour savoir si vous pouvez venir me chercher. Ah, je sais, ça va être compliqué là, je suis encore en réunion à la mairie, je pourrais pas. Encore? Ouais, je suis désolée. Tu veux prendre le bus si tu veux? Ouais, bah, je vais faire ça, je vais me débrouiller. Hein. Ok, à tout à l'heure, bisous. Bisous. Papa! Ah, pas là, lui non plus. Toujours pareil, personne n'est là. Ouais, c'est pas grave, ça va habituer. Ah purée, salut chérie. Ah, je suis hyper à la bourre. J'ai oublié mon dossier là, il faut que je le prenne. Ah, j'ai rendez-vous là, dans 5 minutes, je suis déjà en retard. Super, je peux prendre un petit bout, c'est un amour. Ah purée, merci. J'ai hyper faim. Allez, bisous. Salut. 5 minutes, Ouais. attends. Non mais je peux Là, pas. t'arrives comme un courant d'air, c'est toujours pareil. Ouais. Jamais dispo. Je me dis, je suis hyper à la bourre là. Et tu veux faire comment? Papa, il est jamais là, il arrive super tard. Écoute, tu vois ce qu'on veut? Tu m'appelles? Il n'y a pas moyen, enfin, dans la semaine, il faudrait au moins faire un dîner en famille quand même. C'est une bonne idée. Franchement, c'est une bonne idée. Mais là, je suis hyper à la bourre. Bisous. On s'appelle. Ah là, c'est toujours pareil. On le verra, c'est peut-être que les meilleurs potes veulent bien passer la nuit ce soir. Ouais, allô Bob? Ouais, j'ai ma maison dispo ce soir. Ça te dirait de venir ou pas? Un petit film avec quelques petites bières? Non mec, désolé, je peux pas ce soir, j'ai un truc de prévu. Désolé, une prochaine fois. Ah ok, tant pis. Ouais, Dylan, j'ai ma maison dispo. Ça te dirait de passer ou pas? Ah désolé, ce soir j'ai un peu de famille, ça va être difficile je pense. Une prochaine fois. Ok, on va à plus. Même mes meilleurs potes sont pas dispo. Ouais, peut-être que des potes de ma classe veulent bien venir. Ouais, allô? Là, j'ai ma maison disponible ce soir. Ça vous dirait de venir ou pas? Ouais, grave, ça peut se faire. Tu devrais bien ramener quelques potes aussi. Ouais, vas-y, pas de soucis. Ok, ça marche, on va te ramener quelques petits trucs sympas. Ok, à tout à l'heure. Je suis maintenant avec le groupe qui s'occupait de la problématique suivante, qui était comment une famille peut-elle rendre un enfant addict. Pour cela, Marne, Julien et Antoine vont tenter au mieux de répondre à ces questions. Et la première, et qui sera pour tout le monde la même, pourquoi avoir choisi ce sujet? Donc c'est vrai que cette problématique à premier abord semble très choquante. C'est vrai que la drogue, la famille, la jeunesse, c'est partie des sujets qui sont beaucoup d'actualité et qui sont aussi des ingrédients pour des relations à risque et des relations complexes. Et il faut savoir par exemple qu'au Canada, il y a 25%, selon une agence de santé, 25% des jeunes de l'enseignement secondaire auraient consommé de la drogue dans les 12 mois. Et 44% de cette proportion aurait entre 18 et 25 ans. Donc je pense que cette proportion n'est pas négligeable et c'est partie des raisons pour lesquelles nous avons choisi de répondre à cette problématique qui, comme je l'ai dit, paraît très choquante. Et justement, en parlant d'influence, involontairement ou non, bien sûr, comment la famille peut-elle influencer un jeune sur sa prise de drogue? Oui, c'est vrai, ça, on a vraiment voulu montrer le rôle de la famille. Elle avait un rôle important dans la prise ou non de drogue. Premièrement, au niveau des parents, on se rend compte que la relation parent-enfant est généralement assez conflictuelle. Ça peut entraîner des disputes, des tensions. Et donc justement, l'enfant peut être amené à vouloir consommer pour se détourner de l'impact familial. Donc on a voulu montrer que le rôle des parents avait un rôle important lors des premières prises de drogue. Par exemple, si la consommation par exemple, de l'enfant n'a pas commencé,
bah là il peut y avoir l'instauration d'un dialogue ou d'une écoute qui peut permettre à l'enfant du coup d'échapper ou d'éviter de rentrer dans le cercle de la consommation. Après, il y a un autre exemple où là, justement, la consommation, elle a déjà commencé. Donc là, l'enfant, il y a une consommation assez régulière. Et du coup, bah, là, on se rend compte que l'instauration d'un dialogue est plus possible. Du coup, il n'y a pas un véritable dialogue qui s'instaure. Donc on l'a vu, par exemple, dans les scénettes, avec un père qui n'arrête pas de disputer son fils au lieu de parler calmement. Et pourquoi, justement, l'enfant, lui, ne veut pas... comment dire, ne peut pas instaurer un dialogue, c'est le fait qu'il est épris d'un sentiment de culpabilité lié à sa consommation. Et donc justement, lié à ça, en fait, il ne voit plus la famille en fait, comme un lieu de reconnaissance. Et du coup, il n'a pas envie d'engager sa vie de consommateur dans la sphère familiale. Donc justement, pour exposer ça, il y a Marne qui va nous expliquer la théorie de Bouknik sur les trajectoires de l'usage liées aux situations familiales. Oui, donc comme Julien l'a dit, c'est vrai que la famille n'est pas le seul responsable de la consommation d'un jeune, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup d'influence sur lui. Donc Bouknik, comme l'a dit Julien, expose 5 trajectoires. Et nous, dans nos pièces, on a plutôt mis en scène la trajectoire de l'instabilité au sein même de la famille. C'est-à-dire que, par exemple, dans la première scène, là où on a vu Junior qui se faisait disputer par son père, par sa mère, et après par son frère qui, du coup, le faisait culpabiliser. Donc il y a ce type de trajectoire d'instabilité. Et il y a aussi, du coup, la trajectoire engrenage, c'est-à-dire que ce sont des micro-événements, en gros, qui va le fragiliser petit à petit, et au fur et à mesure des petits coups qu'il reçoit, il va commencer à se diriger vers un peu de plus en plus de consommation. Donc aussi, pour citer un peu Bouknik, donc les 5 trajectoires sont les trajectoires en continuité, liées donc au fait que la famille déjà à l'origine consommait. Il y a la trajectoire en instabilité, comme je l'ai dit auparavant, en déstabilisation, en rupture, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un événement marquant, c'est-à-dire si par exemple les parents de Junior et Genius avaient divorcé, par exemple, là ça aurait été, ça aurait été aussi un événement majeur et marquant pour lui. Et la dernière, c'est donc la trajectoire en engrenage. Donc voilà. Très bien, merci. Donc justement, après avoir exposé plus en détail votre pièce, que vous avez si brièvement exécutée, je vais donc, d'une manière beaucoup plus générale, vous poser la question sur l'influence du cadre social au-delà de la famille. Quelle influence cela peut-il avoir sur le jeune? Donc nous, on a retenu 4 facteurs d'influence majeurs, qui sont les réseaux relationnels, les milieux sociaux, le cadre familial et le cadre professionnel ou le cadre du travail de façon plus générale. Donc tout d'abord, pour les milieux sociaux, il faut savoir que ils sont à l'origine de la consommation, puisque c'est à travers eux que le consommateur va se familiariser avec le milieu de la drogue. Et du coup, on peut aussi dire qu'il va orienter la consommation, même si forcément ce n'est pas le seul facteur. On trouve par exemple l'influence des réseaux relationnels, donc qui vont correspondre à la totalité des relations au sein d'un groupe. Et ça va être pour ça justement qu'on a si peu de difficultés à se procurer de la drogue si on le souhaite. Donc si vous voulez de la drogue, vous allez sans trop de difficultés essayer d'intégrer le réseau relationnel d'un ami ou d'un collègue par exemple. Donc c'est pour ça que l'arrivée d'un sujet dans un milieu de consommation est souvent due à la mise en corrélation de plusieurs réseaux relationnels qui... C'est pour ça que l'arrivée du sujet dans un milieu de consommation va souvent être due à la mise en corrélation de plusieurs réseaux relationnels qui vont permettre à l'individu de rentrer dans un cercle qui justement va l'inciter à la consommation. Et on retrouve ensuite le cadre familial, où là, comme l'a dit Julien tout à l'heure, un contexte familial difficile peut notamment pousser le consommateur à la consommation. Et lui, il va voir ça en fait comme une sorte de possibilité de s'isoler, de prendre un certain recul par rapport à l'impact de sa famille. Et on va aussi ensuite retrouver l'impact du travail,
Donc là, c'est vrai à la fois dans le monde professionnel, je veux dire dans son métier, ou alors plus jeune, dans le cadre des étudiants, où là, ça peut être à la fois la recherche d'appartenance à un groupe, donc qui va se manifester par une hypersociabilité. Donc c'est pour ça que ces 4 facteurs-là, en fait, montrent comment le contexte social peut avoir une influence sur la consommation. Merci à vous. Alors nous, on est le groupe qui s'est occupé de la drogue chez les jeunes, et on est parti du constat que l'accès à la drogue est de plus en plus facile chez les jeunes, par exemple dans les lycées. On s'est donc intéressé à 2 questions. D'abord, comment les trafiquants ciblent ces jeunes, et la deuxième, comment les jeunes entre eux s'entraînent vers la consommation avec l'effet de mimétisme. C'est toi, John? Ouais. Kevin, je préviens? Ouais. Ouais, je voulais te voir. J'ai entendu parler de toi en bien. Et j'ai entendu dire aussi que les ventes elles étaient en hausse dans ton secteur. Du coup, ça m'intéresse. Et du coup, je voulais un peu te voir pour ça. Merci, ça fait plaisir. C'est pas un compliment, hein. Je constate juste parce que je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Notamment sur les ventes au lycée. C'est avec eux qu'on peut se faire un max de thunes. Je vois pas comment, parce que j'arrive pas à augmenter le nombre de mes clients. Et puis ils fument toujours la même chose. Va falloir que tu apprennes. Les ados, de toute façon, c'est comme des boutons. Il suffit que tu cibles les bonnes personnes et tout le monde suivra le mouvement. Mais comment je fais? C'est pas compliqué. Tu fais bien des soirées avec des potes. Ouais, ça m'arrive. Et ben là, il faut que tu en profites pour leur faire découvrir des échantillons de nos produits gratuitement. De toute façon, c'est le meilleur moyen de les rendre accro. Et puis après, il faut aussi que tu trouves quelques partenaires, des hommes de confiance qui vont pouvoir t'aider à faire grandir ton business. Gratuitement, c'est bien, mais je gagne quand de l'argent, moi? Réfléchis. Si l'ado, il apprécie, il reviendra forcément vers toi. Réfléchis. Si l'ado apprécie, il reviendra forcément vers toi. Alors après, tu vas commencer par leur vendre des produits de moins bonne qualité, mais c'est pas grave, tu les vends un peu moins cher. Et après, une fois qu'ils sont fidélisés, là, tu augmentes les prix comme tu veux. Alors après, il va falloir aussi que tu mises sur les bons chevaux. Si tu mises sur les bons chevaux, ils viendront tous frapper à ta porte. Tu vois, je sais pas, il faut que tu repères les mecs branchés, tu vois, les mecs populaires, je sais pas, ceux qui aiment faire la fête. On a bien au lycée. Ces mecs-là, il faut que tu te les mettes dans la poche, parce que tout le monde, de toute façon, veut leur ressembler. Tout le monde veut faire comme eux. Si tu te les mets dans la poche, après tu verras, tout le monde ira les voir. Ok, bah, je vais essayer d'appliquer tes conseils. Ok, merci. Ça marche. À plus. Ça va? Ça va, toi? Ouais, tranquille. Dis-moi, l'herbe que tu m'as pillée le week-end dernier, elle est carrément top. Il y a moyen que tu m'en redonnes un peu? Ouais, bien sûr, je peux en avoir. Aller à 9 € le gramme. Mais bon, vu que t'es un pote, je te la fais à 7. Ah ouais, cool. Tu pourras l'avoir quand, à ton avis? Bah, dès ce soir. Et puis, hésite pas à faire découvrir ça à tes potes. Hein. Vu le prix que je te fais et vu la qualité, ce serait dommage de s'en priver quand même. Ah ouais, carrément, ouais. J'ai grave kiffé, je vais faire découvrir à mes potes. On se donne rendez-vous devant le tram comme d'hab? Ok, parfait. Allez, salut mec. Ciao. Mais même si j'ai des nouveaux clients, les gens dans mon lycée, ils fument pas tous les jours. Ah mais t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut, je peux te fournir plein de nouveautés. Si tu veux te faire plus de thunes, mais par contre, de toute façon déjà, si tu veux te faire plus de thunes, il va falloir que je te fasse confiance et que tu me prouves que t'es un bon. Alors après, bien sûr, tu vas pas faire que leur vendre du cannabis ou du shit. De toute façon, les jeunes aujourd'hui, il faut pas rêver, ils ne font pas que fumer. Ce qui est important, c'est que le produit que tu leur proposes, il soit comme les mecs que tu cibles. Ça doit rester branché, ça doit être très tendance, tu vois. Ok, mais comment je fais pour les convaincre de fumer ces nouveaux trucs? Ou de prendre des pilules par exemple? Il faut que tu fasses en sorte que la drogue soit vue comme un délire de groupe. Il ne faut plus que ce soit vu comme quelque chose que tu fais là, quand tu n'as rien à faire, tu es tout seul chez toi. Non, il faut que ce soit vraiment un délire de groupe. Et puis après, ce qui est important, c'est aussi que tu proposes un choix varié. Plus ta clientèle aura un choix varié, plus elle achètera. Et automatiquement, plus tu te feras l'argent. Mais je suis censé faire ça tout seul? Mais non, je te l'ai déjà dit, c'est le business. Il faut que tu te montes un réseau fiable, des mecs en qui tu aies confiance, qui vont pouvoir t'aider. Ce qui est important, ce sont des mecs qui vendent. Après, ce qui est important, c'est qu'il faut que tu sois proche de ton client. Tu vois, si un mec, ça fait 2 semaines qu'il t'a pas appelé parce que pour prendre de la drogue, tu l'appelles toi-même, tu lui demandes comment ça va, ouais ça va bien. Et après tu lui dis c'était bien, t'as apprécié.
apprécié, il va te répondre, puis au passage tu lui demandes est-ce que tu n'en voudrais pas d'autres, tu vois, il faut que tu restes proche, il faut qu'ils sentent qu'ils ont de l'intérêt pour toi. Et après, tu vois, si tu as vraiment des bons clients, il ne faut pas hésiter à leur faire des offres. Tu connais bien les packaging, par exemple, aujourd'hui c'est un bon client, il vient t'acheter 2 grammes, allez, aujourd'hui tu lui fais cadeau des feuilles, voilà, il sera content, tu vois, il faut. D'accord, ça marche. Écoute, je vais essayer de faire ça, et puis on se revoit encore une prochaine fois. Ça marche. Et salut. Ça va, mec? Très bien, ouais. Dis-moi, j'ai les champis que tu m'avais commandés l'autre fois. L'autre commande, elle arrivera plus tard parce que c'est un peu plus dur à trouver. Ok, bah cool, on va devoir passer une bonne soirée du coup. Dis-moi, mec, j'ai une proposition à te faire. Tu sais, ça fait longtemps que tu es mon client et j'ai besoin d'un mec pour gérer mes approvisionnements, pour trouver des nouveaux clients et puis aussi pour m'aider dans des tâches diverses et je pensais que tu ferais l'affaire. Ouais, je suis partant. Moyen de me faire un peu de blé. Un peu, ouais, et puis tu verras, hein, moi aussi je pensais que c'était risqué au début, mais finalement si tu fais bien ton taf, ça va aller. Ok, mais en quoi consisterait vraiment mon taf? Bah écoute, je sais pas, tu fais souvent des soirées, alors je sais pas, on pourrait essayer de convaincre des gens d'acheter un peu sur ces soirées-là. Tu connais pas mal de gens autour d'ici, autour du lycée. Bah pourquoi pas les convaincre de s'approvisionner chez nous? Ok, d'accord, ouais, pourquoi pas. Bah si tu veux, j'ai une réunion avec le boss tout à l'heure. On se rejoint là-bas? Je suis partant. Ok mec. Nickel. À tout à l'heure. Salut. Je suis maintenant avec le groupe qui s'est occupé de la problématique de la drogue chez les jeunes. Je vais donc leur demander pourquoi avoir choisi ce sujet. Voilà qu'on a la question. Donc, on s'est rendu compte que l'accès à la drogue était très facile, de plus en plus facile dans les établissements scolaires. Donc les jeunes, ce sont des individus vulnérables et on s'est rendu compte et on a voulu montrer que les trafiquants ciblaient fortement cette catégorie. Et du coup, on a aussi remarqué que des jeunes qui sont, pour certains, en manque de repères, sont entraînés dans la distribution et la vente de drogue. Donc, voilà. Un mot à rajouter? On s'est également intéressé à l'effet de groupe chez les jeunes, c'est-à-dire le fait que les adolescents, dans cette période, fonctionnent beaucoup par imitation. Et donc, en fait, ils vont suivre le comportement de certains leaders pour, justement, dans leur mode de vie, dans leurs habits, par exemple, mais aussi dans leur consommation de produits stupéfiants. Et justement, en parlant de drogue, vous parlez de drogue en général, d'alcool, de café. Que ciblez-vous en général? Et du coup, pouvez-vous comparer le marketing de la drogue ou de l'alcool? Que pensez-vous? Oui. Alors, la réponse est bien évidemment oui. On peut comparer le marketing de la drogue et de l'alcool. Alors, dans un premier temps, on va essayer de définir ce qu'est le marketing un petit peu. Donc, selon le journal officiel, donc c'est une source, c'est un quotidien publié par l'État français. Donc, ce quotidien, il consigne un petit peu tous les événements qui sont liés au législatif. Donc, législatif, c'est-à-dire que par exemple, quand il y a une loi qui est votée au Parlement, cette loi, elle est publiée après directement dans le journal officiel pour que tous les Français puissent voir cette loi. Et du coup, selon ce journal officiel, je vais vous citer pour eux ce qu'est le marketing. Donc, je cite, donc, le marketing, c'est l'ensemble des actions ayant pour objectif de prévoir ou de constater, et le cas échéant, de stimuler, susciter ou renouveler les besoins du consommateur en telle catégorie de produits ou de services, et de réaliser l'adaptation continue de l'appareil productif et de l'appareil commercial d'une entreprise aux besoins ainsi déterminés. Donc, bon, cette définition, elle est un peu longue, mais sincèrement, elle est très facile à comprendre. Ce qui est important de retenir, c'est que le marketing, c'est l'ensemble des actions qui a pour but tout d'abord, dans un premier temps, prévoir et constater. Et donc, ce qui va amener dans un deuxième temps, à stimuler, susciter ou renouveler le besoin du consommateur. Donc, ça va impliquer une adaptation directe de la production en continu et bien évidemment de la vente. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de temps, donc on va essayer de comprendre comment fonctionne le marketing
de la drogue et de l'alcool. Donc l'enjeu du marketing, c'est d'attirer et de fidéliser le client en mettant en place différentes stratégies pour gagner un maximum d'argent. Donc comment fidéliser les clients? Déjà, le marketing, il cherche à persuader le consommateur que le produit qu'il achète, qu'il faut acheter ce produit, ou tout simplement que le produit qu'il a acheté, il est bien, et donc il faut continuer à acheter ce produit. Et pour encourager l'achat de ces produits, les différentes marques d'alcool ont mis différentes stratégies en place pour attirer les jeunes. Donc on va voir un petit peu quelles sont ces stratégies. Donc, dans un premier temps, une des stratégies, c'est associer l'alcool à la drogue, à la fête. On verra un peu plus tard pour la drogue. Donc certaines marques sont très présentes dans les événements qui tournent autour des jeunes, donc tout ce qui est événements en relation avec les jeunes, donc ça peut être dans les boîtes de nuit, les festivals également, ou des soirées étudiantes tout simplement. Et durant ces soirées, il y a des cadeaux à l'effigie des marques, par exemple, qui sont offerts. Il y a également parfois des animatrices qui sont là pour faire la promotion de la marque. Et du coup, tout ça contribue en fait à la renommée de la marque. Le fait d'avoir en fait une ambiance festive et collective va renforcer la notoriété de la marque auprès des jeunes. Et donc voilà. Après, en ce qui concerne la drogue, on l'a vu dans notre sketch tout à l'heure, le but des vendeurs, c'est que fumer telle ou telle drogue, ce soit surtout vu, comme on avait dit dans le sketch, comme un délire de groupe. Donc c'est plus souvent en soirée qu'on a des délires entre potes, entre guillemets. Et du coup, les jeunes, après, ils vont rapidement assimiler la drogue à la fête. Donc voilà. Et c'est exactement en fait ce que les vendeurs recherchent. Ils recherchent ce que les jeunes voient la drogue comme un délire de groupe. Et parce qu'en soirée, en fait, ça implique pour eux qu'il y ait beaucoup de monde. Et donc s'il y a beaucoup de monde, potentiellement, il y a plus de chances d'accroître sa clientèle. Donc voilà, assimiler la drogue aux soirées est primordial pour les vendeurs. Un deuxième point, donc pour attirer les jeunes, les alcooliers vont essayer de proposer des produits sur mesure en jouant sur la présentation marketing. Donc ça peut être la forme particulière des bouteilles, la couleur ou des illustrations qui sont attirantes et parfois même des informations légales, elles sont peu visibles sur les bouteilles. Donc c'est le cas, vous connaissez peut-être, c'est les prémix ou les alcopops. En fait, ce sont des boissons pré-mélangées avec du soda et des sirops avec de l'alcool. Et ça se présente un peu sous forme de canettes ou de petites bouteilles qui sont très tendance et qui attirent beaucoup les jeunes. Et pourtant, il s'agit bien d'alcool. Donc ces mélanges, ils sont d'autant plus dangereux que le sucre masque l'âpreté du goût. Et du coup, les jeunes, ils ont plus tendance à consommer en plus grande quantité sans s'en rendre forcément compte. Donc c'est un petit peu dangereux. Donc, voilà. Et pour ce qui concerne la drogue, c'est un petit peu plus compliqué, du fait qu'ils ne peuvent pas forcément faire du sur-mesure. Quoique aujourd'hui, il existe un très grand nombre de drogues, un nombre très varié, et ce qui permet un large choix pour les consommateurs. Donc je ne sais pas, le temps est peut-être un petit peu dépassé. Vous avez peut-être une autre question? Je vous remercie pour ces quelques éclaircissements. Et justement, vous parliez de délire de groupe et tout à l'heure de mimétisme. Je vais donc vous demander, selon vous, quelle peut être l'influence de ces délires de groupe? Alors, c'est vrai que les jeunes ont tendance à beaucoup fonctionner par imitation. C'est déjà le cas pour les hommes en général, mais encore plus vrai quand on est jeune, puisque à l'adolescence, le processus de construction identitaire est en plein essor. Et donc, ça va en fait, c'est tout un processus qui va permettre en fait aux adolescents de se fier à des repères
Et généralement, ces repères-là sont les personnes les plus populaires dans leur entourage, donc souvent au lycée ou au collège. Et donc, on remarque effectivement que les modes de consommation entre les jeunes sont calqués sur les gens qui sont les plus populaires, tout simplement. Et donc, alors ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect sur lequel on va apporter un petit éclaircissement, c'est justement de savoir quelle influence peut avoir un groupe sur une personne. Et donc il y a des études de sociologues allemands donc, qui ont tout simplement demandé à des gens prenant de la drogue et à des gens ne prenant pas de la drogue, si dans leurs amis, ces gens-là prenaient de la drogue ou ne prenaient pas de la drogue. Et le résultat qu'on obtient est quand même assez logique, mais assez surprenant. Il faut savoir que justement, si une personne fume de la drogue, par exemple du cannabis, l'étude a été faite sur chaque drogue différente, et pour le cannabis, le résultat est assez criant, puisque en fait, une personne qui fume du cannabis, à 70%, dit avoir dans son entourage plusieurs amis qui fument du cannabis. Au contraire, on remarque que les gens qui ne fument pas du tout, qui n'ont jamais fumé du cannabis, ont parmi leurs amis une petite dizaine de pourcents de personnes qui fument. Cette vérité, c'est pour le cannabis. Par contre, sur d'autres drogues, par exemple l'héroïne, un héroïnomane n'a pas forcément des amis qui qui consomment de l'héroïne, puisque en fait, c'est plus une activité justement individuelle, et comme l'ecstasy, mais surtout l'héroïne. Et donc on peut déduire de ça qu'en fait le cannabis, ça marque la frontière entre les choses qui sont tolérées par les amis. C'est-à-dire, je ne suis pas fumeur, mais je vais tolérer que mon ami fume du cannabis à côté de moi, ça ne me gêne pas. Par contre, quand on entre dans des drogues plus dures, à partir de, par exemple, l'héroïne, etc., là, il y a une frontière assez nette, et donc là, l'influence du groupe n'est pas forcément prépondérante sur l'attitude que va avoir le jeune. Merci à vous. Je vous remercie pour votre présentation. Alors du coup, je vais présenter le thème abordé par notre groupe, qui est la prise de drogue en tant qu'outil de performance. On va d'abord commencer avec une scène qui se passe dans une pharmacie. Dans cette scène, des protagonistes arrivent et posent des questions à la pharmacienne sur les médicaments qu'ils doivent prendre. Et on va essayer de mettre en évidence un paradoxe entre la prise de médicaments qui pourrait se rapprocher d'une prise de drogue sans qu'on s'en rende compte, donc un glissement un peu sous-entendu. Dans un deuxième temps, on va avoir une scène avec un artiste qui aurait créé des œuvres sous l'emprise de drogue, et on va voir quel état d'esprit ont les gens en général sur le travail de cet artiste. Pardon. Et une troisième scène avec l'admission à un examen de 3 personnes, et là on va voir comment la prise de drogue aura été pratiquée par ces 3 protagonistes, et dans quel but. Voilà. Ça tourne. Voilà, je viens vous voir parce qu'en ce moment je suis vraiment très fatiguée, je suis stressée, je me sens surmenée, et du coup j'aurais besoin de vos conseils. Qu'est-ce que vous me prescrivez? Vous avez besoin d'un peu de vitamines? Oui, des vitamines, j'en prends tout le temps, enfin j'en ai déjà pris beaucoup, et les effets, ça se dissipe trop vite. Et c'est vrai que ça fait ça chez beaucoup de mes patients. Donc ce que je peux vous prescrire, j'ai deux médicaments à vous proposer. Soit l'alpha qui est très, très, très efficace, mais par contre il a beaucoup d'effets secondaires qui vont du vomissement au gros coup de déprime. Ou alors sinon j'ai de la cocaïne pharmaceutique qui est beaucoup plus légère et qui est à prendre 2 fois par jour sous forme de microtrace. Mais attendez, mais la cocaïne c'est de la drogue que vous voulez me... À des doses aussi infimes, ça a des conséquences limites. Ça reste de la drogue, c'est comme ça, vous me conseillez ça? C'est inoffensif. D'accord. Et vous êtes vraiment ok. Je vous fais confiance. Sinon, vous dormez bien? Non, je dors pas très bien en ce moment. J'ai du mal à m'endormir, et une fois que je trouve le sommeil, je me réveille. Et, en
général, je dors 4 à 5 heures par nuit, puis je tiens pas sans mon café. Vous en prenez beaucoup au moins 5 tasses par jour. Ah oui, non, mais il faut vraiment pas faire ça, c'est très mauvais pour le cœur. Donc, du coup, ce que je peux vous prescrire, c'est du sédatif PC, c'est de l'homéopathie, de prendre 2 cachets au dîner et 2 au coucher. Et en complément, vous pouvez vous prendre un petit verre de whisky avant de vous coucher et éventuellement un peu de cannabis. D'accord, très bien. À des doses, bien sûr. Je vais prendre ça. Du coup, je vais prendre votre carte vitale, votre carte mutuelle, ce sera intégralement remboursé. Ah, c'est... En fait, la sécurité sociale rembourse... Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, je viens vous voir parce qu'en ce moment, je vais pas très bien, je suis démotivé, stressé, enfin ça va pas du tout. Et j'ai regardé sur internet et apparemment il devrait y avoir des médicaments alpha. Et j'ai une amie qui m'a dit que vous en vendiez ici. C'est possible d'en avoir? Alors par contre, il faut faire attention à ses effets secondaires. Oui, mais vous inquiétez pas pour ça, il n'y a pas de souci pour ça. D'accord, dans ce cas, je vais prendre votre carte vitale. Oui. Merci. Ah, mais ça fait déjà 3 fois que vous êtes venu ce mois-ci Oui, pour le même médicament. Oui. Mais enfin là, c'est vraiment parce que j'en ai vraiment besoin. Enfin, c'est encore pire que d'habitude. C'est vraiment, j'en ai besoin. Je peux vraiment rien vous donner. Je peux pas vous prescrire ça. Il n'y a vraiment aucun moyen pour avoir un petit peu, même un tout petit peu. Non, même si je là, verse une compensation. Non, il faut arrêter. Bon, merci. Au revoir. Suivre le parcours de Brian Lewis Sander, un artiste hors du commun. Un reportage de Pierre Martin et Maurice Dupont. Depuis plusieurs mois, Brian Lewis Sander travaille sur un projet artistique. Il réalise des autoportraits de lui-même lorsqu'il est sous l'emprise de différentes drogues, dans le but d'analyser la façon dont la drogue agit sur l'idée qu'il se fait de lui-même. Brian Lewis a testé donc une 40aine de drogues différentes, parmi lesquelles on peut compter les méthamphétamines, l'ecstasy, la cocaïne ou encore les champignons hallucinogènes. Écoutons donc son témoignage sur les œuvres qu'il a réalisées. Oui, là, c'est vrai que lorsque je suis sous l'emprise d'une drogue, j'ai une vision totalement différente des choses. J'utilise des techniques de dessin que je n'aurais jamais utilisées en temps normal. C'est comme si j'avais une vision du monde tout autre, en fait. Là, par exemple, c'est quand j'avais pris de la PCP, du trazodone, excusez-moi, et j'ai ressorti comme une forte sensibilité à la lumière. Du coup, j'ai dû éteindre toutes les lampes autour de moi pour faire ce dessin, justement. Sauf qu'au final, le fait de rester dans l'obscurité me terrifiait. Donc on sent à travers ce dessin toute l'angoisse que j'avais lorsque je l'ai dessiné, et notamment par rapport à l'absence de couleur. Ici, c'est un moment où je me sentais vraiment très mal. J'avais vraiment très soif, en fait, et du coup, pendant que j'ai dessiné ce dessin, j'ai noté en même temps, en parallèle, tous les noms des boissons que j'avais consommées en dessinant ce dessin. On peut voir aussi, j'ai essayé de dessiner une carte, les traits noirs au niveau de mon visage, parce que pour moi c'était comme un moyen d'échapper à cet enfer, comme un moyen de retourner en arrière en fait. Ici, celui-là c'est quand j'avais pris de la PCP, et j'avais vraiment l'impression que ma tête était comme enlevée de mon corps, comme si elle était à part de mon corps. Et justement, j'avais l'impression qu'elle tombait, qu'elle coulait continuellement. Et on voit justement l'effet de ma tête qui tombe un peu en avant. Et il y a aussi le fait que j'avais l'impression d'avoir une certaine perte de mobilité, une perte d'équilibre, et qui est notamment traduite par l'effet gribouillé, l'effet flouté en fait, du dessin. Merci beaucoup. Donc sur cette œuvre, les avis des Français peuvent diverger. Écoutons donc un témoignage d'une personne que nous avons interrogée dans la rue. Monsieur, vous êtes expert scientifique en biologie. Quel est votre point de vue sur ce phénomène ? Eh bien, disons que la drogue agit sur le système nerveux.
Si vous voulez, en fait, quand on prend de la drogue, les transmissions synaptiques se font de manière différente que dans notre état normal. Et l'influence des neurotransmetteurs qui transmettent l'information dans le système nerveux, soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Ça entraîne quoi? Ça entraîne justement le fait que le cerveau reçoit un surplus ou il y a un manque d'informations. Et ça change donc l'état de la personne et sa perception de l'environnement. Ça explique donc tout à fait ce qu'on retrouve sur les tableaux de Ryan Lewis, avec des perceptions complètement différentes selon la drogue qu'il a pris. Merci beaucoup. Interrogeons donc une autre personne dans la rue. Excusez-moi, madame. Oui, bonjour. Puis-je me permettre d'avoir votre avis sur l'œuvre de Brian Lewis, œuvre bien connue? Oui, cette œuvre montre vraiment que la drogue permet d'ouvrir, de développer la fibre artistique. Ah ouais, je pense notamment à Jimi Hendrix ou The Doors. C'est vrai qu'ils étaient tous drogués quand ils ont fait leur œuvre. C'est vrai que c'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Merci beaucoup. Bonne journée. Monsieur, excusez-moi. Est-ce que je pourrais avoir votre avis sur l'œuvre de Brian Lewis, s'il vous plaît? Brian Lewis, on peut pas vraiment dire que le travail de Brian Lewis soit de l'art. Il était sous l'emprise de la drogue, ça n'a aucune valeur. Par exemple, la drogue dope l'esprit créatif. Est-ce qu'on laisserait un sportif dopé de participer au JO? Non. Et en plus, ça serait une injustice vis-à-vis des artistes qui utilisent leur esprit naturel créatif. Très bien. Donc, un avis plutôt contrasté. Peut-être un dernier témoignage. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Vous avez entendu la question que j'ai posée à ce monsieur. Je vous pose donc la même, s'il vous plaît. Alors, je trouve que le travail qu'il fait est absolument fantastique. On voit, grâce à son travail, on voit vraiment qu'avec la drogue, on change le regard qu'on a sur soi-même. C'est souvent des personnes qui sont mal dans leur peau qui prennent de la drogue. On peut prendre... Certains prennent de la cocaïne justement pour avoir plus confiance en eux, d'autres en prennent pour oublier leurs problèmes. Merci beaucoup, bonne journée. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine dans l'Histoire d'une vie. Ah, il y a les résultats des examens. Oh, sérieux? Alors, ça donne quoi? Oh, yes, j'ai été pris. Ah, vous aussi? Ah, pas moi. Ah non. Ah, c'est bon. Et, par contre, ça, je comprends pas. J'ai eu que 14 à l'écrit. Bah, c'est bon, ça va, toi tu l'as au moins. Bah ouais, mais enfin, j'ai révisé toute la veille, j'aurais espéré avoir un peu plus quand même. J'ai fait une nuit blanche. T'as fait une nuit blanche, mais pourquoi? Bah, je t'avoue que j'ai stressé un peu, j'avais peur de ne pas être pris, du coup, pour être sûr d'avoir des bons résultats, bah, je me suis dit qu'en faisant une nuit blanche, bah, j'allais forcément être pris, quoi. Je me serais endormie sur ma feuille à ta place. Non, mais t'inquiète, j'avais tout prévu, j'avais pris la Ritaline. C'est quoi ça? Ritaline, bah, en gros, ça m'a permis d'être beaucoup plus concentré et beaucoup plus éveillé toute la nuit. Et du coup, j'ai vraiment, à aucun moment j'ai eu envie de dormir, et ce qui fait que j'ai pu réviser toute la nuit, et voilà, j'ai eu 14. Bah, attends, c'est de la drogue, ça? Non, c'est pas vraiment de la drogue. Mais... Non, c'est un médicament, quoi. Bah, en même temps, c'est un peu comme toi avec tes protéines. Bah, ouais, mais c'est rien que des protéines. Attends, c'est sérieux, tu t'es dopé là pendant le sport? Non, Attends, t'es clairement dopé là, pardon. Tu sais que c'est hyper grave, hein. Tu sais que s'il y avait eu un contrôle, hein, et bah, t'aurais été positif et t'aurais pas pu rentrer dans l'école militaire, justement, c'est hyper grave ce que t'as fait. c'est comme toi, aussi c'est illégal. Ah non, pas du tout. Enfin, moi, il y en a plein qui font ça. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Comment t'as vu ça? Bah, c'est grâce à mon médecin. Enfin, tu sais, c'est légal hein, au final. C'est mon médecin qui m'a prescrit ça et du coup, j'en ai pris. Enfin, et en plus, il n'y a aucun contrôle. C'est pas comme le sport où des fois il y a des contrôles. Là, j'étais tranquille. Hein. Et puis, apparemment, il y a beaucoup de gens connus qui ont fait ça justement pour se rendre meilleurs et qui ont réussi. Ouais, bah, c'est comme Steve Jobs ou Bill Gates encore. Tu sais, Steve Jobs, par exemple, il a dit qu'il avait pris de la LSD pendant un certain temps. Et c'était vraiment grâce à ça qu'il avait réussi aussi bien dans sa vie. Tu crois vraiment que ça t'a apporté quelque chose à toi? Ah ouais, regarde, j'ai eu 14. Enfin, je veux dire, tu dis que ça te rend plus intelligent, mais je veux dire, tu vas pas devenir plus intelligent, ça te permet juste d'améliorer tes performances sur le moment, mais un idiot de dopé reste un idiot. T'as insinué que je suis bête là ou... Non, non. Ouais, je te vois pas. Sérieux, juste prendre de la drogue, ça suffit pas. Ah non, c'est... Enfin, si tu prends de la drogue, faut ensuite que tu as un certain entraînement derrière. Si tu t'entraînes pas et que tu prends que de la drogue, ça sert à rien. Ouais, moi aussi, pour les profs de sport, j'avais peur.
T'inquiète, c'est pas grave, avec la prochaine, tu réussiras. Je suis maintenant avec Garous et Christophe, membres du groupe portant sur la problématique des drogues comme outil de performance. Je vais donc leur demander, comme à tous, pourquoi avoir choisi ce sujet et pourquoi avoir fait ces pièces en particulier. Alors, bonjour. On a choisi ce sujet parce que on voulait poser une problématique qui choquait un petit peu. Le but, c'était qu'on se rende compte de l'utilisation qu'on pouvait avoir des drogues inconsciemment dans la vie de tous les jours. Et du coup, on a tenté de mettre ça en valeur grâce aux scénettes qu'on a faites. Donc après avoir vu les scénettes, normalement, des problématiques qui sont un peu dérangeantes ont été mises à jour. Et du coup, voilà pourquoi on a choisi cette problématique. D'accord, merci. Justement, concernant ces pièces, et plus particulièrement celle de la pharmacie, quand, justement, à quel moment peut-on se rendre compte que la prise de médicaments devient une prise de drogue? Christophe, c'est vrai que dans ces pièces, on a eu le contraste en fait entre la première personne qui venait vraiment prendre un médicament, car cette personne était dans un état justement pas normal, qu'elle se sentait pas bien, et que justement, si on parle de médicaments, c'est parce que la première personne n'allait pas bien et avait besoin de quelque chose pour la guérir. Alors que le contraste avec la deuxième personne, c'est que la deuxième personne, justement, elle était dans un état plutôt normal, où justement, si elle rentrait dans une sorte de dépendance, c'est parce qu'elle n'a pas forcément besoin de ce médicament, et justement, si elle en réclame, c'est plus une certaine envie qu'un besoin, parce qu'il faut se guérir. Et c'est là où justement, la grande frontière entre le médicament et la drogue. Le médicament, c'est ce qui va vous servir justement pour vous guérir et aller mieux. Contrairement à la drogue, c'est quelque chose plutôt qui va vous détendre. D'accord. Concernant la pièce sur l'artiste Brian Lewis, je voulais vous demander quel était votre point de vue justement sur un travail fait par un artiste drogué. C'est un peu difficile comme question parce qu'il faut reconnaître que dans la vie de tous les jours, on apprécie énormément les œuvres qui ont été faites par des artistes qui étaient sous l'emprise de drogue. Maintenant, une fois qu'on le sait, on le découvre un peu trop tard d'ailleurs, parce qu'on a déjà dit qu'on adorait et on est déjà tombé en admiration dans ces œuvres. On a une espèce de sentiment de culpabilité et c'est pas du reproche, mais moi pour ma part, je me sentirais... il y aurait quelque chose qui me gênerait. Et justement, à propos de ça, pensez-vous que cela entache le talent de l'artiste, la prise de drogue, ou que ça fait partie justement de lui? C'est la problématique qu'on se posait justement. Est-ce que du coup c'est reconnu comme du talent ou alors il a juste pris un produit dopant qui s'appelle drogue et toute la question est là justement. Et votre avis justement là-dessus? Je sais pas ce que Chris en pense. Moi personnellement, je pense qu'il faut faire ça sans ce genre de stimulant pour avoir le talent réel de l'artiste. Maintenant, si ça permet de faire des choses mieux, ça peut être intéressant aussi, mais dans ce cas-là, on ne reconnaîtra pas le talent réel de l'artiste. Et votre opinion, Chris? J'ai une opinion un peu différente de cette référence. Pour moi, peu importe l'état dans lequel on est, quand on fait quelque chose d'artistique comme ça, moi, même si l'auteur était drogué lorsqu'il a fait ses peintures, pour moi, ça reste quand même un art. Certaines apprécieront, certaines personnes n'apprécieront pas. Mais c'est pas parce que la personne a consommé de la drogue que ça n'a plus aucune valeur. On peut très bien aimer quelque chose même si la personne a créé cette chose justement sous l'emprise de drogue. Et maintenant, concernant la scène, concernant les 3 élèves justement qui voulaient entrer à l'école militaire, on peut observer à travers cette pièce que vous avez voulu comparer ces 3 personnes. Mais justement, qu'avez-vous voulu montrer à travers cette comparaison? Tout d'abord, au niveau de ces 3 personnes, il y en a un qui s'est détaché plus que les autres, celui qui n'est pas rentré justement, qui n'a pas réussi à intégrer l'école. Cette personne se détache parce que ce qu'on a voulu montrer, c'est que même si on prend de la drogue en tant qu'outil de performance,
il faut pas croire que ça y est, on a pris cette drogue, donc c'est bon, on va devenir un surhomme. Parce qu'on a voulu éviter cette image-là, et c'est pour ça en fait, c'est pour ça qu'on a dit justement dans cette scène que même s'il y a une prise de drogue, il faut quand même un entraînement derrière pour justement améliorer ses capacités. En d'autres termes, la drogue peut permettre d'augmenter les capacités, mais jamais elle va en créer des nouvelles. Ensuite, sur les autres personnages, ils sont un peu plus liés, parce que un a pris de la drogue pour l'évaluation de sport, et l'autre a pris de la drogue pour l'évaluation intellectuelle. Et ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est dans le monde d'aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est-à-dire que dans le monde du sport, quelqu'un qui se drogue, et en général, il va y avoir des contrôles. En général, la personne est dépistée comme étant positive. Et le problème, c'est que cette personne va être vue comme un tricheur vis-à-vis des autres, tandis que pour les examens écrits, beaucoup de personnes, plus que ce qu'on pense en général, vont prendre des médicaments comme la Ritaline, par exemple, ce qu'on a expliqué. Il y a une étude qui dit que jusqu'à 30% des élèves étaient sous médicaments pour des examens dans un pays européen. Donc, comme une garance, il y en a plus que ce qu'on pensait, mais même moi, je ne pense même pas qu'il y en avait autant avant de faire cette pièce. Et ce qu'on a voulu mettre en évidence, c'est le fait que beaucoup de personnes se droguent pour faire des examens écrits, et que pour ça, on ne va rien dire, on va laisser faire. Alors que pour le sport, dès qu'il y en a un qui va se droguer et qui, s'il est remarqué, il va être appelé tricheur en fait. En fait, on les a pas nommés, mais ces médicaments s'appellent des smart drugs. C'est des drogues qui à la base sont des médicaments, par exemple la Ritaline, il en était question dans la pièce. C'est à la base un médicament qui traite les troubles de l'attention chez les jeunes enfants qui sont hyperactifs. Et sur un sujet sain, ça donne une augmentation de la concentration, mais ça peut être très dangereux parce qu'on a fait des études chez des personnes malades, mais on n'en a pas fait chez des personnes saines, surtout à long terme. Et on sait déjà que les effets secondaires de ce genre de médicaments sont mauvais au niveau des reins, destruction, il y a des problèmes comportementaux, des gens qui deviennent beaucoup plus stressés, beaucoup plus paranoïaques. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Bonjour, donc on va vous présenter une pièce de théâtre sur la drogue au travail. Donc on va pouvoir voir l'évolution d'un protagoniste nommé Jérôme au cours de sa vie professionnelle. On va voir du coup qu'il va rencontrer différentes difficultés et on va comprendre ses moyens grâce auxquels il arrive à les surmonter. Monsieur Jean, bonjour. Je me présente, je suis responsable de la reconstruction. Bienvenue dans l'entreprise. Merci. Venez, je vous montre votre bureau. Donc, très bien. Je vais vous faire une première mission. Vous allez devoir gérer tout ce qui est gestion du chantier sur le lycée La Collinière. D'accord. Bon, voilà, je sais que c'est votre première expérience, etc. Mais bon, et vous êtes là pour me guider, pour me coacher? Je pourrais avoir oui, des questions. je serai là, mais pas tout le temps. Il va falloir que vous vous débrouillez. Et je ne peux pas vous appeler du coup. Vous pourrez m'appeler, mais il va falloir faire avec. Bon, ouais. Oui, commençons maintenant. Merci. Bon courage. Et je te dis que je ne peux pas gérer ça pour l'instant. De toute façon, tant que je ne sais pas plus sur la maçonnerie, je ne peux rien dire. Ok. Au revoir. C'est Jérôme. Salut. Ça va? Allez, dis-moi, il y a un problème là. Je suis allé voir, je suis sur le chantier là. Les maçons ils viennent de couler la dalle sans penser aux réservations pour les câbles. Voilà. Non, J'ai clairement dit à Didier de s'occuper de bien gérer ça et de bien penser aux réservations. Putain, ça commence à m'énerver tout ça. Bon, enfin, je vais voir ça dans le protocole. D'accord, merci. Mais c'est quoi là? Je vous en pose? C'est de moi ou quoi? J'ai calculé la date et pensé aux réservations et ça n'a pas été fait. Ah, patron, là c'est la pause comme tous les jours à la même heure. Ouais, non, mais là c'est plus possible. Là. Enfin, on commence à prendre du retard. Moi je peux pas tout gérer. Faut que vous gérez ça de votre côté. Non, mais je comprends bien, mais patron, là on peut plus. Hein. On peut plus déjà qu'on est mal physiquement.
Si on continue comme ça, il y aura encore plus de retard après et c'est sur vous que ça va retomber. Ouais, carrément. Ouais, bah, je compte sur vous. Vous finissez ça pour demain, vous réparez vos erreurs et je repasse demain et je confirme tout. D'accord? Je compte sur vous. Ok. J'en peux plus, c'est pas possible. Putain, faut que j'aille. Allô, oui? Ouais, Jérôme. Bonjour, je vous appelle à propos d'un problème qu'on rencontre sur le chantier. Parce qu'on a fait la livraison qui devait arriver aujourd'hui comme ça. Et du coup, je les ai appelés, ils m'ont dit que la commande n'était pas encore envoyée. Et je pourrais vous voir un moment dans la journée pour qu'on puisse en parler. Non, je vais pas avoir le temps aujourd'hui, mais on pourra en parler plus tard dans la semaine si tu veux. Du coup, je laisse... Ouais, ok, on fait comme ça. D'accord, merci. Au revoir. Oui. Jérôme, je t'amène un nouveau dossier là. Je te le pose là, tiens. Thomas, je peux plus faire un dossier. Je peux déjà sous les demandes, j'ai déjà trop de trucs à gérer. Ouais, mais là, j'y peux rien. Enfin, j'ai plein de choses en suspens, moi aussi. Là, ça va pas m'en occuper. Hein. Et de toute façon, tu peux avoir ça. Il est sûrement plus qualifié que moi dans ce domaine-là. J'ai l'impression que tout son taf, c'est moi qui le fais. Enfin, tu sais, dernièrement, là, j'en peux plus. J'ai commencé à taffer chez moi, à faire des nuits blanches pour pouvoir répondre à toutes les attentes qu'on demande. Je peux plus. Ouais, mais je comprends. Mais là, je vais devoir y aller parce que j'ai des choses à faire. Mais il n'y a pas de souci si tu veux venir me voir. Il n'y a pas de problème. Enfin, tu sais, je suis là depuis quelques années, donc je connais un peu quelques astuces. Donc, je pourrais te les donner et puis je pourrais te donner des conseils aussi parce qu'on est tous passés par là, tu sais. Et puis voilà. Donc, je vais vous voir. Et puis, merci. Ok? On fait ça, bon, allez. Ciao. Salut. Ouais, je peux le faire. Ouais, entrez. Salut Thomas. Ça va? Salut Jérôme, ça va? Ouais, bien. Ouais. T'as 2 minutes m'attendre? Ouais, vas-y. Je voulais te parler parce que là, dernièrement au travail, je ne peux plus, j'arrive plus à gérer les affaires. Je suis surmené, je ramène du taf chez moi, j'arrive plus quoi, je peux pas gérer ça quoi. Comment c'était au début? Comment t'as réussi à gérer la pression? Ouais, au début, je suis arrivé dans cette boîte, c'était pareil. C'était exactement pareil. Le patron m'avait dit tout de suite et il savait, je ne savais pas comment gérer ça, et c'est normal. Mais à un moment donné, pour garder son boulot, j'ai dû trouver des moyens pour réussir. J'entends par ça que j'ai dû trouver quelques produits, parce que tu sais, à côté, on a une famille à gérer, on a un crédit à payer. Du coup, je devais garder ce boulot absolument. Du coup, tu parles de médicaments? Non, je te parle pas de médicaments. Enfin, on peut voir ça comme ça, mais non, je te parle de produits comme de la cocaïne. La drogue? Tu me parles de drogue là? Mais on peut pas voir ça comme de la drogue parce que on est un peu obligé d'en prendre pour réussir dans ce boulot en fait. Ça veut dire que t'es drogué? Non du tout. Mais ouais, mais vu ta situation, moi j'étais pareil et enfin je te conseille pas d'en prendre, mais je vais te donner quand même un petit truc. Parce que vu ta situation, je sais pas. J'ai pas envie de toucher à ça, mais tu testes une fois et tu vois si ça marche, et puis si t'as besoin, tu reviens me voir. Et puis après, et après ça ira mieux, tu vas rien. Ok, bon, merci. On fait ça? Bonne journée. Allez, à toi aussi, bonne journée. Donc pour la réunion de demain, j'aurais besoin que tu contactes l'architecte. Parce que j'aurais voulu faire un point complet avec lui avant la réunion. Est-ce que tu peux aussi t'occuper du dossier de facturation? Oui? D'accord, ok, très bien. Attends une seconde, j'ai un double appel. Allô? Oui, bonjour, oui, justement, je cherchais à vous contacter. J'aurais besoin d'un topo complet avant la réunion de demain, pour qu'on puisse boucler le projet pendant la réunion. D'accord? Vous êtes disponible quand? Dans la matinée? Vers 10h, ça vous va? D'accord, très bien. Merci, au revoir. Salut Jérôme. Bonjour, comment allez-vous? Ouais, super, toi? Très bien. Ouais, ça travaille dur à ce que je vois? Oui, pas mal. Ouais, puis bon, je venais te féliciter là pour tout le travail que tu as accompli ces dernières semaines. Merci.
est vraiment efficace. Tu sais que grâce à toi, on a obtenu le dossier de rénovation de l'ICAM. Là. Ah oui. Ouais. Du coup, bah, bon, je compte vraiment sur toi pour exécuter ce dossier, mener à bien ce projet. C'est vraiment capital pour notre entreprise. Ouais, je sais que au début, j'ai eu quelques difficultés quand même à m'adapter avec la charge de travail qu'il y avait. Je taffais quand même assez souvent chez moi. Mais là, ça va dernièrement, j'arrive à assurer le travail. C'est très bien, je suis fier de toi. Merci. Allez, on se voit demain pour le débrief. Ça marche. Bonne journée. Ouais, toi aussi. Didier ouais. Enfin, je te trouve, ça fait 15 minutes que je te cherche. Tu sais que le mur de la face nord de la préfecture n'est pas au niveau. J'avais demandé de régler ça. Ouais, mais je verrai ça demain. Hein. Non, ça peut pas attendre demain. Là. C'est aujourd'hui que tu t'en occupes. Il faut que le dossier soit fini ce soir. Bon, ok, moi, je vais essayer de gérer ça, mais... Mais t'as intérêt, c'est dur. Ouais, je vais voir ça, J'espère. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? T'as vu la façon dont tu lui as parlé là? C'est quand même pas de ma faute si je fais pas son travail. Mais attends, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Et ça fait quelque temps qu'on a observé avec les gars ton comportement et les ouvriers là. C'est limite, hein. T'as vu quand t'es agressif? Ça pense que critiquer ma façon de travailler par hasard? Mais non, mais je te fais juste un constat là, pour que tu prennes conscience de ton comportement. Je te juge pas là. Ouais, bah, tu sais quoi? Franchement, je pense que t'es pas mieux placé pour me parler là. J'ai entendu le chef parler et je peux te dire qu'il kiffe pas trop ton boulot. Donc c'est pas à toi de me donner des conseils. Qui il est pour me donner des conseils comme ça? Il ferait mieux de s'occuper de tes affaires au lieu de l'ouvrir. Alors, comment tu vas? Salut Henri. Ça va. Je m'en suis sorti, j'ai que des légères blessures. Ah, tant mieux, on est rassurés. On en avait peur avec les gars là, au boulot. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai pété un câble, j'ai fait une connerie, j'en pouvais plus et j'ai envie de t'écouter. Ah ouais, désolé. C'est vrai, enfin, toi qui es si calme d'habitude, voilà, quand tu t'es énervé, quand t'es parti comme ça, on n'a pas compris. Là, Ouais, j'en pouvais plus au boulot, j'avais trop de travail, ça devenait insurmontable et du coup je suis allé voir Thomas et il m'a conseillé de prendre de la cocaïne pour surmonter. Au début ça allait bien, j'avais pas de problème et là je tenais plus à la fin. Attends, mais t'as dit quoi? De la cocaïne? Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Attends, mais t'as pris de la drogue, mais qu'est-ce qui s'est passé hein? Et j'arrivais plus au boulot, je pouvais plus gérer la pression, je pouvais plus remplir les dossiers, il me fallait quelque chose quoi. Au début ça marchait bien, j'avais pas de soucis. Mais là je suis au fond, là, je peux plus, là, je n'arrive plus. Non, je peux pas m'en sortir. T'inquiète pas, Jérôme. On va trouver une solution, ça va le faire. Pense pas à ça, allez, désolé. Merci. Salut. Ah, salut. C'est nous l'entreprise? Ouais, c'est Christophe et toi? Enchanté, Jérôme. Ça se passe bien? Bah, on peut pas dire trop ça, quoi. Parce qu'il y a des difficultés. Ah ouais. Bah, tu sais, là, j'ai arrivé et puis tous les dossiers me tombent sur le dos. Ouais. Enfin, je comprends pas trop et tout. Du coup, j'ai trop du mal à gérer tout ça. Avec la pression et tout ça comme ça? Ouais. T'as pas réussi, enfin, tu bois du café, Ouais, bah, tu sais, je suis obligé de boire du café, hein. Enfin, même, tu sais, quand je rentre chez moi le soir, bah, je prends du taf et pour tenir, bah, je prends du café et puis la repousse. Tu commences à fumer des clopes aussi? Ouais, je commence à fumer. Ça commence à partir en vrille. T'arrives plus à gérer les trucs? Non. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, j'étais comme toi, j'avais trop de pression, trop de travail, j'arrivais pas à gérer les choses. Il y a un moment où j'étais rendu à un stade où je ne pouvais plus gérer. J'ai commencé comme toi à consommer du café, pour en quantité, à fumer, alors que j'avais jamais fumé avant, à consommer de la boisson énergisante. Et j'ai pas forcément été très bien indiqué, on m'a pas forcément donné les meilleurs conseils, mais j'ai commencé à consommer des produits licites. Des produits licites, carrément? Ouais. Qu'est-ce que t'appelles des produits licites? Le type de la cocaïne par exemple. J'ai pas forcément suivi les meilleurs conseils, mais j'étais au fond du trou et pour moi il fallait que je finisse, que j'arrive à faire les objectifs qu'on me donnait et je pouvais pas les remplir en étant normal. Du coup j'ai commencé à consommer, ça allait bien au début, mais ça allait tourner mal. Heureusement maintenant je suis à notre niveau, j'ai réussi à m'en sortir et le premier conseil que j'ai à te donner c'est de déléguer. Faut que tu délègues à tes employés, tu peux pas prendre toute la charge pour toi, tu peux pas être responsable de tout un dossier. Tu
délègue les différentes tâches et comme ça ira mieux. Ok, bah, je te remercie de m'avoir dit tout ça. En tout cas, s'il y a un problème, la porte de mon bureau est ouverte, je passe. Ok, bah, je pourrais donner des sans conseils. problème, j'aimerais bien. D'accord, très bien. Allez. Bonne chance. Ouais, bonne journée. Merci. Je suis maintenant avec Marc et Jordan, membres du groupe qui s'occupait de la problématique de la drogue au travail. Donc, je vais vous poser la question que j'ai déjà posée à tous. Pourquoi avoir spécialement choisi ce sujet? Tout d'abord, on a pris ce thème parce qu'on a voulu mettre en évidence un peu plus le fait que dans les entreprises, il existe de plus en plus des cas de personnes qui se droguent afin de répondre aux attentes de leur patron ou bien de leur entourage au niveau de l'entreprise. Donc ces personnes, comme on a vu dans notre pièce, se droguent afin de surmonter les pressions. Et comme nous aussi, on est dans une école d'ingénieurs et qu'on va être confronté à cela quand on va sortir de cette école, on a voulu un peu plus voir comment on pouvait arrêter le processus de drogue au niveau de l'entreprise. Merci. Et justement, à propos de cela, cela ne vous a-t-il pas effrayé ou choqué de voir que cette consommation pouvait être courante dans ces entreprises? Justement, on ne pensait pas que c'était aussi important à la base. Après, on a tous conscience que dans les sociétés telles que les sociétés de trading ou les traders, il y a une assez grande consommation de cocaïne. Après, c'est vrai que sur les chantiers, on ne pensait pas que c'était aussi important. Par exemple, il y a une étude de 2012 de l'INPES qui dit qu'en moyenne, dans la population française, il y a un usage quotidien de 6,7% d'alcool et de 6,9% de cannabis pour les habitants. Et au niveau des personnes travaillant dans le bâtiment, dans la construction, ces pourcentages sont plus élevés en fait. Ils sont quasiment du double. Au niveau de l'alcool, c'est au niveau de 13,4%, et pour le cannabis, c'est de 13%. Donc, bien sûr, ça nous a choqués. Après, d'un autre côté, il y a aussi une différence à faire entre les personnes qui consomment de la drogue dans un but de performance et ceux qui consomment seulement de la drogue dans un but de plaisir et de relaxation. Un ouvrier ne va pas consommer du cannabis ou de l'alcool dans le but d'être plus performant dans son travail, contrairement à un trader par exemple. Et justement, en parlant de ces causes de prise de drogue, comprenez-vous ces comportements? Pensez-vous qu'en étant futur ingénieur, pouvez-vous vous mettre à leur place de ces cadres? Je pense que la pression qu'on va devoir subir lorsqu'on va sortir de l'école peut nous amener effectivement à vouloir prendre ces drogues et... Est-ce que tu penses que tu vas être amené à avoir ce genre de pression plus tard? Tu pourras répondre si tu Et veux. justement, en tant que futur ingénieur, comprenez-vous ou mettez-vous à leur place que peut-être que vous seriez confronté aux mêmes situations et du coup, pouvez-vous comprendre leur comportement? Je dirais pas que je peux comprendre leur comportement, c'est quand même assez spécial, mais j'avoue que sous certaines pressions, quand on arrive dans le boulot, on n'a pas forcément conscience de tout le travail qu'on nous demande. On peut nous demander une charge de travail assez importante, qu'on ne sera pas forcément apte à répondre. Après, il faut plus aller demander des conseils auprès des autres personnes et pas tomber dans le vice et dans certaines tendances qui pourraient être un peu mauvaises pour nous. Je pense qu'il faut avant tout demander conseil aux plus âgés qui savent gérer le truc et qui sont passés par là avant nous. Et justement, si dans votre pièce, le cadre justement n'a pas su gérer cette situation, imaginez-vous que vous n'avez pas exploité cette solution, mais justement c'est pour ça que je vous la pose. Imaginez-vous que le patron ait découvert cette situation. Comment aurait-il pu réagir? Dans un premier temps, tout dépend du travail que réalise la personne. Donc là, dans la pièce, la personne était conducteur de travaux. Donc en soi, son travail ne demande pas une concentration qui pourrait être dangereuse pour lui, contrairement à un ouvrier qui travaillerait sur des engins mécaniques ou des engins à moteur, qui dans ce cas-là demande sa concentration et
des drogues ou de la consommation d'alcool pourrait altérer sa concentration et du coup créer un danger à la fois pour lui ou pour ses collègues. Du coup, dans ce type de cas-là, ça paraît difficile pour l'employeur de ne pas virer son employé parce qu'il pourrait, par exemple, faire une faute grave. Après, ce qui est dans le cas d'une personne travaillant dans un bureau d'études ou responsable d'un groupe de personnes, la consommation de drogue est moins contraignante pour lui et pour les autres. Elle aura plus pour but de le rendre plus performant dans ses tâches et de pouvoir gérer la pression qui est souvent très importante dans ce milieu-là. Pour revenir à votre pièce, vous avez abordé les drogues comme café ou au début, avant la prise de cocaïne. Et pensez-vous que cela puisse vraiment devenir dangereux, étant donné, est-ce que cela peut aller jusqu'à l'illégal de le consommer dans une entreprise, justement, au niveau du danger dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce que la prise de Red Bull, par exemple, de boissons énergisantes en surconsommation, peut-elle être dangereuse dans un endroit tel qu'une entreprise? Je pense pas que la prise de Red Bull peut être dangereuse. Après, on n'a pas conscience de ce que c'est la Red Bull, de tous les effets néfastes que ça peut avoir. Après, je considère que la Red Bull, c'est comme le café, ça a pour but de rester éveillé. C'est pas un produit qui est nocif, qui altère les facultés physiques ou de vision de l'entourage. Je pense que faut en consommer pour rester éveillé, ça peut être utile, mais il faut en consommer dans des conditions et dans des quantités qui sont normales. Oui, justement, désolé d'avoir été flou. En fait, ce que je voulais aborder, c'était la frontière entre le légal et l'illégal, et qui est beaucoup plus mise en valeur dans l'entreprise. C'est ce que je voulais dire, et du coup, je voulais avoir votre opinion là-dessus, à tous les deux, si vous voulez. On peut voir la frontière entre le légal et le illégal, comme dans la vie de tous les jours, dans la société. C'est-à-dire, le légal, c'est qu'on prend des produits qui peuvent nous booster, mais qui restent tout à fait dans la légalité de la société, c'est-à-dire le café, la Red Bull ou les vitamines, par exemple. Mais ça devient un côté illégal encore, une fois, si on prend des drogues telles que la cocaïne ou bien d'autres produits illicites. Quelque chose à rajouter? Alors je vous remercie pour votre présence. Merci. Donc voilà, on vous a présenté toutes ces petites scénettes avec différentes problématiques. Et donc dans le cadre de notre projet de formation humaine, on aurait besoin d'un retour par rapport à ces différentes problématiques. Donc on vous invite tous à débattre par rapport à différentes problématiques, que ce soit sur cette vidéo qui est sur YouTube ou sur Facebook, par rapport à ce que vous en pensez, à votre expérience, et même si vous posez des questions par rapport à notre réalisation. Donc on vous invite tous vraiment à débattre et à poster quelques commentaires pour nous aider à bien analyser notre travail et notre investissement. Donc merci beaucoup.